Bonsoir à toutes et à tous et ravi de vous retrouver comme tous les soirs sur Média TV dans 60 minutes pour comprendre. Nous sommes le lundi 2 mai et pendant 60 minutes, vous le savez, nous essayons de décrypter pour vous ce qui fait l'actualité nationale ou internationale. Nous le faisons avec vous et pour vous. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de Média TV ou sur le compte Twitter de l'émission à travers le hashtag 60MPC. Vos questions et vos réactions nous permettront, comme tous les soirs, d'alimenter notre discussion de ce soir. Les invités qui ont accepté d'être sur le plateau avec nous. Naïm Kamel, vous êtes journaliste, fondateur de Quid.ma, merci d'être avec nous. Bachir Rachdi, vous êtes membre du Conseil économique, social et environnemental et vous êtes notamment auteur de l'étude sur les provinces du Sud éditée en 2013. Et enfin, Nordine Mouaddib, vous êtes membre du CNDH également et président de l'UIR, l'Université internationale de Rabat. Samir Bennis, analyste politique, rédacteur en chef de Morocco World News, sera avec nous au téléphone en direct de New York. Merci messieurs d'avoir répondu à notre invitation. C'est ce vendredi 29 avril que le Conseil de sécurité de l'ONU a renouvelé pour 1 an le mandat de la MINURSO. Contrairement aux autres années, il n'y a pas eu unanimité entre les membres du Conseil, divisés dans un contexte de crise ouverte entre le Maroc et le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. En votant cette résolution, le Conseil de sécurité demande le rétablissement de la MINURSO, dont la composante civile et politique a été récemment expulsée par le Maroc, et ce, dans sa pleine fonctionnalité, dans un délai de 90 jours. L'occasion pour nous de revenir ce soir sur ce vote très attendu et sur les tractations diplomatiques entre plusieurs acteurs. Que stipule cette résolution? Qu'est-ce qui change par rapport aux résolutions précédentes? Comment interpréter les votes individuels des pays et la première rupture du consensus? Est-ce que ce vote est une victoire pour le Maroc? Sahara marocain, ONU. Et maintenant, c'est le titre de l'émission de ce soir. Une année supplémentaire pour la MINURSO. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a donc prorogé le mandat de la mission onusienne jusqu'au 30 avril 2017. La résolution numéro 2285 déposée par les États-Unis le 28 avril dernier a été adoptée à la majorité des membres, 3 abstentions et 2 votes contre. L'instance exécutive de l'ONU a salué les efforts sérieux et crédibles du Maroc, des efforts fournis pour aller de l'avant dans le processus de négociation. C'était aussi une occasion pour rappeler l'importance de l'initiative marocaine d'autonomie présentée le 11 avril 2007. Selon le ministère des Affaires étrangères, le vote du Conseil de sécurité est un revers cinglant pour toutes les manœuvres du secrétaire général de l'ONU, notamment sa déclaration lors de sa visite au camp de Tindouf en Algérie. Ban Ki-moon a parlé d'occupation, sans oublier son dernier rapport qui s'aligne sur la thèse des séparatistes. Toujours selon le département de Salahdine Zouar, le rapport du secrétaire général de l'ONU occulte le rôle de l'Algérie dans le maintien d'un conflit artificiel, un conflit qui menace la paix et la sécurité régionale. À travers sa résolution, le Conseil de sécurité réitère son appel aux 2 parties et aux États voisins de coopérer davantage avec les Nations Unies, mais aussi de consolider leur engagement pour réaliser des progrès. Selon des experts, la réduction des autorités marocaines de la composante civile de la MINURSO est due aux déclarations de Ban Ki-moon. D'après les mêmes sources, le vote de la majorité des membres du Conseil de sécurité en faveur de la résolution révèle une nouvelle compréhension du conflit du Sahara. Bien, messieurs, nous allons essayer de comprendre pendant 60 minutes, d'essayer de lire entre les lignes de cette résolution, d'essayer de lire entre les lignes des différents comportements de vote. On le rappelle, 2 contre, 3 abstentions et 10 pays qui ont voté pour. On y viendra bien évidemment. Mais pour commencer, le contenu de cette résolution, si on devait retenir les points les plus saillants de cette résolution 2285, quels seraient-ils, Naïm Kamel? En demi-teinte, comme toujours. Parce que l'ONU, depuis l'adoption du plan d'Équerre en 1991, a décidé de laisser une forme de statu quo. Et donc, depuis, on a installé la MINURSO, on a installé le cessez-le-feu, et on a essayé de faire, de recenser les ayants droit au vote et les non ayants droit au vote au référendum d'autodétermination. Parce que c'est ça le point de départ. Par la suite, il s'est avéré que c'était une opération infaisable parce que tout simplement, il y avait beaucoup d'aberrations sur l'identification des votants. On trouvait un père qui est ici, qui n'a pas le droit de vote, et son fils qui est là-bas, et auquel on donnait le droit de vote.
au bout d'un certain temps, on est arrivé à un blocage total, c'est-à-dire, bon, on a conclu, l'ONU est arrivée à cette conclusion. Becker, quand il a été désigné représentant personnel du secrétaire général à l'époque, Kofi Annan, au Sahara, a conclu qu'il va falloir trouver autre chose qui corresponde à cette formule qui a toujours figuré dans les résolutions de l'ONU, une solution mutuellement acceptable. Et donc il a dit, bon, écoutez, proposez une nouvelle voie. Et le seul qui a proposé une nouvelle voie, c'était le Maroc, à partir de la rencontre de Berlin, et qui, après, a développé la notion du projet d'autonomie avancée, donc dans le cadre de la souveraineté marocaine. Depuis, l'ONU a jugé que cette proposition était crédible, sérieuse, et qu'il fallait aller dans ce sens. Et donc on a essayé de garder une forme de stabilité dans cette situation et de statu quo pratiquement. Donc tous les ans, bon, sachant que l'autre partie, je ne veux pas rappeler tous les détails, sachant que tous les autres partis restaient figés sur leur position, l'autodétermination pour conduire à l'indépendance, chaque fois on disait, bon, on donne une année nouvelle pour essayer de débloquer la situation. Aujourd'hui, enfin cette année, pas cette année seulement, déjà il y a 2 ans, en 2013, avec la tentative de l'extension des prérogatives de la MINURSO aux droits de l'homme. Il y a eu de forcer le barrage. Cette année, il y a eu une autre tentative encore plus pernicieuse, encore plus dangereuse, c'est d'essayer de ramener le processus vers la base de départ qui a démontré son inefficacité. Et donc, de ce point de vue, on peut considérer que, au vu d'abord du premier draft de la résolution, du projet de résolution présenté par les États-Unis, et du deuxième draft et finalement de la version définitive, c'est une bonne chose. Maintenant, il y a beaucoup de choses qu'il va falloir vraiment aller fouiner dans les mots, dans les détails, et on le sait. C'est vrai que quand on prend le premier draft et la résolution définitive, il y a de la sémantique qui est extrêmement importante, qui a bougé dans le langage diplomatique, c'est extrêmement important. C'est Rachdi. Oui, ces changements, ça veut dire qu'il y a des tensions très fortes autour de ce dossier et que le Maroc a évolué dans sa position depuis 2007, mais aussi sur le terrain en proposant un modèle de développement, en essayant d'avoir une approche pragmatique et réaliste. Maintenant, quand on veut faire revenir à la situation de départ et celle du référendum, je pense que s'il était difficile, voire impossible, à l'époque d'établir les listes des ayants droit pour le vote, 40 ans après, c'est-à-dire clairement c'est impossible. Donc qui va voter, parce qu'on continue à mettre ce slogan de référendum, le droit à l'autodétermination, mais au fond, il n'y a pas de réalisme et de possibilité de le mettre en œuvre, quand bien même il y aurait une résolution dans ce sens. Donc je pense que le statu quo, effectivement, il a été quelque part dérangé par l'action terrain du Maroc. La position du Maroc est restée stable sur le plan politique, mais sa mise en œuvre, c'est ça ce qui dérange. Et c'est ça ce qui a poussé à ce qu'on ait tendance à vouloir contrer à ce que la réalité devienne évidente pour tout le monde. Je pense aussi qu'il ne faut pas négliger la stratégie qui a été menée jusqu'à maintenant, c'est celle de présenter un État en face d'un peuple. Et donc, c'est la stratégie de l'Algérie qui ne veut pas justement se déclarer comme partie prenante parce que c'est une position confortable, d'une part parce qu'elle n'assume pas les positions de partie prenante, mais surtout parce que c'est une stratégie qui permet au message passé d'être beaucoup plus audible auprès de l'opinion publique internationale et de ceux qui ne sont pas dans les faits et dans le détail et de ce qui se passe. Et on reviendra peut-être tout à l'heure sur les détails. Quand on met les deux piliers de cette position qui sont les droits de l'homme et l'exploitation des ressources naturelles, ben justement c'est
parce que c'est ce qui permet de mettre en relief qu'un État qui est plus fort et qui est au détriment d'une population. Et je pense qu'il faut faire attention à cela, parce que si le Maroc aujourd'hui a pris conscience qu'il faut être actif aussi de manière à faire écouter le bien fondé de toute son approche. Dans le passé, il y a eu des erreurs où on s'est concentré principalement sur le volet politique et sécuritaire, et on a négligé notamment l'opinion publique, et nous avons aussi sur le terrain eu des erreurs qui ont fait à ce que on a permis à ce que ça puisse être alimenté de manière à ce que l'intérêt du Maroc ne soit pas entendu et qu'il soit... Alors bien sûr, on reviendra sur la question des droits de l'homme, notamment avec vous, Simon Hadji, mais avant, Samuel Bennis, qui est avec nous, rédacteur en chef de Morocco World News, il était avec nous en direct de New York. Samuel Bennis, bonsoir. Bonsoir, monsieur Kabiaoui, merci pour l'invitation. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes en direct de New York. J'aimerais juste avoir votre réaction, c'est la question que j'ai posée au début, sur les principaux points finalement de cette résolution que vous prendriez comme points focaux aujourd'hui pour analyser le contenu de cette résolution. Je pense qu'il y a eu quand même une confusion dans le milieu marocain ces derniers jours à propos de la résolution. Il y en a qui disent que le Maroc est sorti gagnant, il y en a d'autres qui disent que le Maroc est sorti perdant. Mais je pense qu'il faudrait lire la résolution dans le contenu, dans le contexte dans lequel elle a été adoptée. Je pense qu'il faudrait savoir, tout d'abord, que la décision que le Maroc a prise pour demander à la composante civile de la MINURSO de quitter le Sahara après le discours fameux de Ban Ki-moon n'est pas une décision anodine. Et que le Maroc était conscient que la décision ne pouvait pas être acceptée par le Conseil de sécurité. Donc, du point de vue de l'ONU, la décision d'un État membre de demander au départ des éléments de diminution établis par le Conseil est une question assez grave. Dans deux cas pareils, le Conseil se réunit immédiatement pour rendre des décisions qui sont fortes et dans lesquelles on condamne avec des mots plus durs l'État qui a pris de telles décisions. C'est exactement le scénario que l'Angola, le Venezuela et l'Uruguay voulaient voir se produire. Mais fort heureusement, grâce aux efforts déployés par la diplomatie marocaine et aussi grâce aux efforts des pays amis, surtout la France, l'Espagne, le Sénégal et l'Égypte, le Maroc a réussi à faire échouer ces tentatives et à la fin, la résolution qu'on a, elle n'est pas forte et elle n'est pas contraignante. Le point le plus important à retenir est que la résolution ne condamne pas le Maroc pour sa décision. À cela, j'ajoute que le langage utilisé pour exiger le retour de la MINURSO à sa pleine fonctionnalité n'est pas contraignant. Si on compare à la langue utilisée par le Conseil dans des cas similaires. Par ailleurs, la résolution ne tient pas compte du langage utilisé par Ban Ki-moon dans son dernier rapport, où il a clairement indiqué que le départ de la composante civile de la MINURSO l'a empêché et va l'empêcher de remplir sa tâche pleinement. À cela, j'ajoute aussi qu'il n'y a aucune référence dans la résolution au terme expulsion. Et autre point aussi essentiel à ajouter, qui est malheureusement passé inaperçu dans les débats et les analyses, c'est que le Conseil a rejeté plusieurs demandes formulées par Christophe Ross pour faire pression sur le Maroc. Et là, je tiens à signaler que le mercredi dernier, il y a eu une réunion informelle à huis clos du Conseil dans laquelle il a entendu un briefing de Christophe Ross. Dans cette réunion, M. Ross, il a demandé à ce que le Conseil tienne une réunion tous les 2 mois pour entendre des exposés sur le développement dans les démarches qu'il mène pour aider les partis sur une table de négociation.
Alors, on reviendra vers vous. Si Samir, je vous remercie. On reviendra vers vous dans quelques instants. Je vais vous faire réagir. C'est Naïm Kemal. On parlait tout à l'heure de la sémantique. On a bien vu. Si on prenait, il y a des exercices qui ont été faits, notamment de comparer le draft avec la résolution définitive. On voit bien qu'il y a beaucoup de choses qui ont été allégées dans la sémantique. On ne parle pas d'expulsion. La reconduction de la MINURSO n'est pas contraignante. Ce n'est pas une exigence. C'est un appel. Et puis on reviendra après dans la résolution. Il y a, on accueille favorablement tous les efforts fournis par le Maroc. On est vraiment dans une résolution qui... les droits de l'homme. Oui, on va arriver sur les droits de l'homme. Non, c'est important parce qu'il faut oublier que 2013, on était dans une crise pratiquement hystérique à ce sujet-là. Et pour la sémantique, moi je crois qu'on ne peut pas tout dire aujourd'hui. On ne peut pas tout dire aujourd'hui. Maintenant, on peut supposer une chose. Et ça va être une vue peut-être de l'esprit. Oui, allez-y. C'est que les Américains, ils nous ont titillés avec une résolution très dure, premier draft, sachant que les autres vont passer derrière. Elles jouent, enfin les États-Unis jouent sur tous les tableaux. Ils vont dire aux Algériens ou aux Polysario, nous on a fait, mais on doit tenir compte. À nous, ils vont dire, vous savez, mais finalement, c'est le résultat qui compte. Donc, il y a, mais, moi j'aimerais bien, mais je ne crois pas que ça puisse être possible dans le cadre de cette émission, parce qu'il faut beaucoup plus de temps, sur quelques détails. C'est par exemple quand on se félicite ou prend note. Oui. Quand il réintroduit les résolutions antérieures et qu'il les cite particulièrement, intégralement. Il y a beaucoup de choses à lire dans cette résolution. L'essentiel aujourd'hui est que on est toujours dans la même logique, même s'il y a une atténuation dans la même logique qui va exiger de nous beaucoup plus de vigilance, et une vigilance qui devrait pas seulement s'arrêter à l'opinion publique intérieure. Il va falloir qu'on s'intéresse à l'opinion publique. C'est ce qu'on dit souvent sur ce plateau. On a commencé à commenter. International. C'est-à-dire, souvent, on essaie de nous convaincre nous-mêmes. Mais nous, on est convaincus. Oui, maintenant, il faut s'orienter vers l'opinion extérieure. Je sais que c'est difficile. C'est plus facile à dire qu'à faire. C'est d'ici dans un studio et qu'il y a beaucoup de, comment dirais-je, de tropisme, beaucoup d'a priori, beaucoup de préjugés qu'il faut combattre un par un, de passion. Ouais. Et non, et il y a aussi beaucoup d'intérêt. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que cette montée des États-Unis de cette manière au créneau est une façon de punir le Maroc pour s'être aligné sur les pays du Golfe en Iran, face à l'Iran, même s'il ne l'a pas fait totalement? Je dis ça entre autres. Ou parce que le Maroc s'est abstenu quand il s'est agi de reconduire l'Observatoire des droits de l'homme en Iran, qui est un Iranien, et que les États-Unis soutenaient de toutes leurs forces. Il y a beaucoup de choses, et d'ailleurs c'est ce qui explique le discours du roi à Riyad, quand il a dit « Nous sommes le protectorat de personne ». Nous avons nos alliances traditionnelles, oui, nous les respectons, mais nous avons aussi nos intérêts, nous les défendons et nous devons être dans la multipolarité. Alors, on y reviendra justement à ces alliances et aussi à beaucoup d'analyses qui sont faites à ce niveau-là. J'aimerais revenir justement sur la question des droits de l'homme. Monsieur Mouadib, le Conseil de sécurité a également insisté sur l'importance du respect des droits de l'homme dans les camps de réfugiés. Que fait le Maroc concrètement pour appliquer le principe ? Alors, effectivement, on peut saluer que dans ce rapport, on salue le travail du CNDH et des commissions régionales. C'est un travail qui a commencé il y a quelques années, bien structuré, qui aujourd'hui donne des résultats, qui est salué par pas que les Nations Unies, mais aussi par l'Europe, par plusieurs pays qui sont aujourd'hui des ONG qui saluent ce travail. Concrètement, qu'est-ce que fait le CNDH? D'abord, le CNDH produit un rapport que j'ai là sous la main chaque année, donc sur ce qui a été fait pendant l'année 2015, par exemple. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, ce sont les visites des prisons, des hôpitaux,
Ce sont également donc toutes les plaintes qui sont déposées, donc qu'on suit derrière, donc auxquelles on répond, soit on saisit les autorités donc concernées, donc et après donc on instruit des réponses. Ce que j'aimerais, c'est donner quelques chiffres, parce que parfois, donc lorsqu'on entend les critiques à l'extérieur, on a l'impression qu'il y a le feu à la demeure. Vous permettez, je vais donner quelques chiffres, par exemple sur le nombre de manifestations. Voilà, d'accord, on peut appeler ça manifestation, sitting ou autre. Eh ben, globalement, combien sur l'année? C'est 500. 500 et quelques, 510. Donc sur les 500, on a pratiquement 71%, ce sont des demandes ou des réclamations plutôt d'ordre social. D'accord, c'est bon le travail, c'est donc des gens qui se plaignent pour une route. Donc ça c'est très important de signaler. Par rapport à, je dirais, si on regarde le nombre de manifs globalement qu'on a par jour dans le royaume, dans notre pays, c'est 50 à 60 manifestations par jour. Donc on a à peu près dans lesquelles on compte les grèves. Pardon? Dans lesquelles on compte les grèves. Oui, il y a les grèves, il y a tout type donc de protestation. Donc lorsqu'on regarde ça, donc on relativise par rapport à ce qui se passe dans les provinces. Donc on suit ça avec beaucoup d'intérêt et on regarde donc donc comment ils sont traités. Dans la plupart d'ailleurs de ces manifestations qui se passent dans les provinces du Sud, ne sont pas autorisées. Donc malgré ça, donc il y a certaines. Le nombre de personnes qui participent à ces manifestations, en moyenne, c'est 31 participants à ces manifs. Par rapport à ce qu'on peut connaître à rien qu'à Rabat, puisqu'on sur Rabat. On suit également le droit d'association, donc dans les provinces du Sud. Donc sur les provinces du Sud, il faut savoir qu'on a 6200, à peu près 6200 associations, et donc qui s'activent, qui font, en tout cas, qui sont autorisées, qui ont leurs activités pour à peu près 900 000 habitants, un peu moins que 900 000 habitants sur les sur les provinces du Sud, par rapport. Donc si on ramène ça au nombre d'habitants, au nombre d'associations par rapport au nombre d'habitants, donc on a une association pour 140. Par rapport à ce qui se passe au niveau international, c'est excellent. C'est-à-dire c'est même mieux que qu'on peut trouver ailleurs. Alors que la moyenne nationale, c'est une association pour plus de 300. Et toutes ces associations, ce qu'on regarde, c'est est-ce qu'ils ont le droit d'avoir un local, est-ce qu'ils ont le reçu, donc il y a eu par le passé quelques obstacles qui ont été levés. Donc le CNDH, son rôle, c'est aussi donc d'accompagner donc le CNDH. Là, vous nous donnez des éléments factuels qui nous permettent de mesurer à un certain niveau l'état des droits de l'homme. Mais qu'est-ce qu'on nous reproche concrètement? Vous le disiez tout à l'heure. Non mais voilà, qu'est-ce qu'on nous reproche et comment on y répond? Est-ce qu'on y répond avec ces chiffres-là ou est-ce qu'on y répond d'une autre manière? Je pense effectivement, c'est que je suis d'accord avec Kamal, c'est qu'on est resté trop longtemps tourné vers nous-mêmes. Autocentré. Alors qu'on n'a pas besoin de nous convaincre, tout le monde est convaincu, il n'y a pas. Et nous avons négligé la lecture qui est faite par l'opinion internationale. Et l'opinion internationale, il y a peut-être une partie, il y a certainement une partie qui est manipulée par des intérêts, mais le plus gros n'est pas dans ça. Et c'est là où on a fait l'erreur. On a focalisé que sur la partie qui est derrière des intérêts et qui gardera toujours la même position, quel que soit ce qui se dit, ce qui est fait, etc. Et donc, aujourd'hui, il y a une prise de conscience, mais on n'est pas encore au niveau qu'il faut pour pouvoir donner l'information. Et ce n'est pas des chiffres comme ça. C'est qu'est-ce qu'on en fait. C'est-à-dire que justement, quand on a des manifestations dans les provinces du Sud, c'est pas la même chose que quand on a des manifestations à Rabat. C'est-à-dire les projecteurs ne sont pas tournés de la même manière, et peut-être même pas au niveau à Rabat, alors qu'il y a un prisme. Exactement, il y a un prisme et tout le monde s'intéresse. Et puis, tout à l'heure, je disais que c'est positionné comme un conflit entre un État et une population. Il ne faut pas perdre de vue ça. Et justement, on est là pour défendre le plus faible, entre guillemets. Et donc, tout cela influence très fortement la constitution de l'opinion à l'échelle internationale. Il faut casser dans l'opinion cet état de fait. Et c'est difficile, c'est vrai que c'est difficile à faire. Pas parce que c'est l'opinion internationale ou parce qu'il y a besoin de plus de moyens, c'est parce qu'il y a eu une accumulation pendant 40 ans. Et il faut défaire ce qui a été construit pendant 40 ans. Ce qui a été construit sur du faux, mais il y a aussi du vrai. Et c'est le mélange entre les deux qui fait qu'on a du mal à pouvoir contrer. On a eu du mal
avec peu d'intérêt pour pouvoir convaincre l'opinion internationale, et on n'a fait que taper sur les positions qui s'exprimaient plutôt que d'essayer d'avoir des éléments factuels pour expliquer, que ce soit sur les droits de l'homme ou sur les droits économiques. Quand on dit l'exploitation des ressources naturelles, il était très aisé depuis le départ d'avoir, entre guillemets, une comptabilité régionale qui permet de montrer les flux et qui permet de montrer que ce qui est tiré des ressources naturelles, ou le peu de ressources naturelles exploitées, est largement dépassé par ce qui est investi par l'État pour pouvoir rattraper le retard de développement et de pouvoir avoir des infrastructures, des services de base. Indien 1%. Oui, exactement, c'est 1 pour 7. Mais l'effort pour pouvoir d'abord structurer ça de manière à avoir une comptabilité qui le ressort très clairement, pour être même si nous, on est convaincus de notre cause, que c'est un territoire parmi d'autres, mais il faut aussi apporter la réponse à ceux qui le considèrent comme un territoire non autonome et non un territoire occupé, parce que jamais ça n'a été utilisé depuis le début au niveau des Nations Unies, et y compris au niveau des associations qui défendent les droits des Sahraouis. Ils le considèrent comme étant un territoire non autonome. Les droits des Sahraouis du Tindouf. Oui, justement, on y reviendra. Mais quand ils le défendent, ils défendent ça, comme j'ai dit, le plus gros, défendent avec un élan peut-être positif de défendre des droits de l'homme. Mais nous n'avons pas fait notre travail pour que, justement, que cette opinion peut être au courant de quelle est la part de la population qui est sur les territoires réellement, quelle est la part qui est sur les camps de Tindouf. Comment est-ce que se comportent ces populations au niveau des provinces du Sud et comment ils le sont? Nous n'avons pas fait l'effort pour pouvoir apporter les vraies réponses à tout cela. Oui, je voulais tout à l'heure juste effectivement, je voulais donner quelques chiffres parce que ça c'est important, parce que lorsqu'on est interrogé, il faut qu'on sache de quoi on parle. Donc c'est pour cela que souvent en fait on a été critiqué sur les droits de l'homme. On dit bon, les gens ne peuvent pas créer une association, mais en fait lorsqu'on a fait le bilan de nombre d'associations qui exercent en tout cas en toute liberté leurs activités, donc il faut avoir des chiffres pour pouvoir répondre à certaines critiques. Sur maintenant l'aspect qui a été évoqué tout à l'heure, et je pense qu'il est très important, il faut qu'il y ait une communication, il faut packager. En fait, il faut packager ce qu'on fait au niveau des provinces du Sud pour l'opinion internationale. Et c'est là où je dirais que quelque part, en tout cas, l'autre partie a réussi, parce qu'ils ont développé une stratégie qui date depuis une dizaine d'années, et qui est de dire: on a perdu le combat politique contre le Maroc, on ne va jamais le gagner, donc on va aller sur l'opinion publique, c'est-à-dire comment atteindre l'opinion publique. Et si vous regardez le nombre de films, de documentaires, donc de réseaux sociaux qui ont été créés, donc de soutien des ONG, des thésards, donc le nombre de doctorants dans les universités, ils ont pénétré les universités, les think tanks, donc ils sont allés à la source qui construit la décision. Parce qu'au fait, nous, lorsqu'on parle donc d'un chef d'État, la décision elle est déjà faite. Donc ce qu'il faut pénétrer, c'est la chaîne de décision. Et la chaîne de décision, ce sont les universités, les think tanks, les ONG. Alors on reviendra bien sûr sur ce qu'il y a à mettre en place. Samuel Bennis, je rappelle que vous êtes en direct avec nous de New York. Le Conseil de sécurité a appelé à l'organisation d'un 5e round de négociations. Alors c'est vrai que la question qui se pose là dans ce contexte-là, c'est induit que le Maroc devrait se mettre à la même table que les séparatistes, Samuel Bennis. Bon, il faudrait rappeler que ce ne serait pas la première fois que le Maroc le ferait, parce qu'il y a déjà eu 4 rounds de négociations à l'époque sous la houlette de Convention. Et il faudrait savoir que même s'il y a un appel, cet appel il n'est pas contraignant. Mais je pense là il y a vraiment des points sur lesquels on devrait revenir, notamment la question du vote de la Russie et surtout la position américaine sur le projet. Et là je voudrais donner des éléments d'éclairage et de réponse, si vous permettez.
on pourrait pas comprendre la position Alors, russe. Sibnis, avant qu'on parle justement des relations diplomatiques, Sibnis, je vous coupe 2 minutes, on va faire une petite pause et on reviendra sur la signification des différents votes, hein, justement des abstentions, des contre et des pour. On fait une petite pause, on revient juste après. De retour sur le plateau de 60 minutes pour comprendre Sahara marocain, ONU et maintenant, c'est le titre de l'émission de ce soir. Si vous venez de nous rejoindre, Samer Bennis est avec nous en direct de New York. Je vous ai coupé tout à l'heure et c'est vrai que la question qui se pose aujourd'hui, comment peut-on expliquer la position américaine, Sibnis? Il y a une chose essentielle à comprendre pour vraiment bien comprendre la position américaine. À mon avis, au Maroc, on ne comprend pas comment Washington peut faire des déclarations dans un sens et faire des actions dans le sens opposé. Mon analyse personnelle, c'est qu'il y a une hypothèse qu'il faudrait prendre en compte. Et pour moi, l'hypothèse la plus plausible qui explique le décalage qui est entre les déclarations et les actions sur le terrain est l'existence possible de divergences de vues au plus haut niveau de l'administration américaine. Et là, je tiens à signaler un point essentiel, et que depuis juin 2013, la conseillère à la sécurité nationale du président Obama est Susan Rice. Et on se rappelle tous que Susan Rice, avant sa nomination, était l'ambassadeur américain auprès de l'ONU. Et je tiens à signaler que Susan Rice était derrière le fameux projet de résolution soumis par son pays en 2013, qui pour la première fois appelait à l'élargissement des prérogatives de la MINURSO pour y inclure la surveillance des droits de l'homme. Et là, je voudrais signaler que, vu l'importance cruciale que joue le conseiller à la sécurité nationale dans l'administration américaine, moi je pense que la décision prise par Washington de mettre sur la table un premier projet de résolution qui avait un langage assez fort et contraignant contre le Maroc, je pense que cette décision a été prise par Susan Rice et non pas par John Kerry. Et là, je tiens à rappeler que dès le lendemain de sa nomination en 2013, j'avais écrit un article où j'avais tiré la sonnette d'alarme et j'avais alerté sur le fait que la nomination de Susan Rice en tant que conseillère à la sécurité nationale allait avoir des incidences négatives sur le Maroc. Pourquoi? Il faudrait aussi se rappeler qu'avant la nomination de John Kerry, le premier choix d'Obama pour remplacer Hillary Clinton était Susan Rice. Et que même quand Susan Rice était ambassadeur à l'ONU, elle était ambassadeur avec le rang de ministre. Donc là, je pense qu'un des éléments qui pourrait expliquer pourquoi Washington avait, je dirais, un double jeu, c'est qu'il y a eu une divergence de vue au plus haut niveau entre John Kerry et Susan Rice. Et là, je tiens à rappeler que, quoi qu'on dise, il ne faut pas s'entendre dans l'émotion. Il faudrait se rappeler et savoir raison garder et se mettre en tête et se rappeler qu'on ne pourra pas se passer de l'appui américain. Merci. Alors, je vais faire réagir C. Kamel par rapport à ça. Merci beaucoup. Si Samuel, on reviendra vers vous dans quelques instants. Vous m'excuserez parce que vous n'avez pas tout entendu. Oui. Mais c'est vrai que bon. J'espère pour les téléspectateurs. En tout cas, si on doit retenir quelque chose de l'analyse de Sibnis, c'est une divergence au plus haut niveau, au niveau de l'État américain. Oui. Certainement qu'il y a des pros et des anti. C'est normal, mais à la limite, il faut qu'on arrive, une fois qu'un Conseil de sécurité se réunit, je ne parle pas du Conseil de sécurité de l'ONU, mais de sécurité nationale,
du Conseil national de sécurité des États-Unis d'Amérique, on arrive à élaborer une démarche commune. Ce que je constate aujourd'hui, ce que je constate depuis longtemps, c'est que les États-Unis, et depuis le début, n'ont jamais eu vraiment une position très claire sur la marocanité du Sahara ou la non-marocanité du Sahara. Il y a une sorte de yo-yo entre les deux, un va-et-vient. On l'a vécu avec Becker I, que le Maroc a accepté, puis que l'Algérie a rejeté, puis il y a eu le Becker II que le Maroc a rejeté, que l'Algérie a accepté. Il y a toujours une sorte de jeu, je ne vais pas dire de dupe, mais d'équilibre entre les deux. L'image de la chèvre et le chou. Hassan II l'avait dit. Il a dit que, parce que le Maroc avait choisi le monde libre depuis les années 60, donc c'est un allié stratégique, et nous avons beaucoup payé, parce que si nous avons été mis en minorité à l'OUA et à l'ONU pendant des années, c'est pour nos alliances avec le monde libre. Donc ça, il faut le retenir. Mais bon, la gratitude, c'est pas le propre des États. Donc on va pas y rester longtemps. Maintenant, on l'a vécu ensuite en 2013 avec l'extension du mandat de la MINURSO aux droits de l'homme. Aujourd'hui, chaque fois, ils vont et viennent. Et j'ai l'impression que les États-Unis d'Amérique ont une attitude d'essayer de trouver, tant qu'ils n'ont pas pris de décision, de ce qui adviendra d'une région. Quand je parle une décision définitive, on connaît le plan américain du Grand Moyen-Orient, ça a commencé comme ça, mais on sait qu'à la base de ça, il y a le rapport de la CIA de 2005 qui prévoit tout ce qui, si vous le lisez, il prévoit tout ce qui est en train de se dérouler aujourd'hui. Peut-être, il ne faut jamais imaginer. L'Algérie est visée, et c'est là où il se trompe, c'est là où il fait preuve de réflexion, d'aberration. C'est-à-dire, en entretenant ce conflit, elle s'expose elle-même d'abord, parce que le ventre mou du Maghreb, avec toutes ses frontières, c'est l'Algérie. Et nous restons un foyer de conflit propice à l'embrasement à tout moment. On ne sait pas à quel moment, d'ailleurs on le sait, on sait quand on rentre une guerre, on ne sait pas quand on en sort. Et donc, il y a ce phénomène chez les Américains. Est-ce que ce sont des divergences d'intérêts? Est-ce qu'on a eu le problème avec le clan des Texans? Là, on a eu on a eu des problèmes avec Carter, les démocrates. On a eu beaucoup de problèmes avec les Américains qui ne se sont jamais dit, et c'est pour ça d'ailleurs, j'ai pas terminé tout à l'heure la phrase, Hassan II avait dit, le bloc soviétique, au niveau de l'Europe à l'époque, et au niveau du tiers-monde, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit en Afrique ou en Asie, fonctionne comme un clan. Le camp des Alliés fonctionnait comme un club. C'est à la carte. Et on a été dans ce schéma pendant longtemps. Il y a un moment donné où il va falloir dire, voilà, il faut choisir. Est-ce que vous êtes là ou vous êtes là? Il y a autre chose. Alors, maintenant, on reviendra sur les alliances, hein, si vous voulez, parce que France, Espagne et Russie aussi, beaucoup de gens se posent des questions sur la signification de ces votes. On regarde un sujet de Manal Ardali. Des efforts sérieux et crédibles. Ce sont les mots de l'Organisation des Nations Unies pour saluer les initiatives du Maroc en faveur d'une résolution du conflit du Sahara. Des initiatives entreprises d'abord par la diplomatie marocaine. Rencontre de haut niveau, présentation de la proposition marocaine d'autonomie et contestation contre des prises de position infondées. De son côté, le roi Mohamed VI adopte un discours clair. Il parle ouvertement de complots qui portent atteinte à l'intégrité territoriale du royaume et à la stabilité de la région. Pour ce qui est du vote de la résolution numéro 2285, la France et l'Espagne ont été actifs pour convaincre les pays membres du Conseil de sécurité de ramener le délai de rétablissement de la MINURSO à 90 jours au lieu des 60 jours initialement proposés. Selon des sources diplomatiques, le Maroc a appelé l'administration américaine à clarifier sa position concernant le dossier du Sahara et les relations entre Rabat et New York.
Deux capitales liées par un partenariat stratégique dans plusieurs domaines. En tête de liste, la sécurité et la lutte contre le terrorisme. De son côté, la Russie n'a pas voté la résolution 2285 alors que le Kremlin disait tenir compte de la position du Maroc. Le 12 avril 2016, le roi Mohammed VI et le président russe Vladimir Poutine se sont entretenus au téléphone. Ils ont décidé de renforcer leur coopération et de maintenir un contact permanent à ce sujet. En revanche, les alliés traditionnels du Maroc ne cessent d'exprimer leur soutien à la proposition marocaine d'autonomie. Le Conseil de coopération du Golfe considère le dossier du Sahara marocain un dossier du CCG. Lors du sommet Maroc-Pays du Golfe tenu le 20 avril 2016 à Riyad, les pays du CCG ont exprimé le rejet de toute atteinte aux intérêts suprêmes du Maroc. Bien, France, Espagne, Russie, on va essayer de comprendre les positions à ce niveau-là. France, Espagne ont voté pour, Russie ont voté abstention, tout simplement. Alors, France, Espagne, déjà surtout l'Espagne qui a longtemps été hostile au Maroc sur la question du Sahara. Comment vous analysez ça? Il y a beaucoup d'intérêts qui jouent là-dedans, et c'est des intérêts d'abord économiques, mais dernièrement surtout en termes de sécurité, en termes de coopération à ce niveau-là, et donc ils ne peuvent pas être indifférents par rapport au rôle du Maroc dans ce sens. Donc la France et l'Espagne, c'est clair que l'évolution sur les 2 dernières années a été pour beaucoup dans la prise de position au niveau du vote. Pour la Russie, c'est pas très étonnant, honnêtement, parce que je pense qu'il y a un engagement d'un partenariat stratégique, mais ça ne veut pas dire qu'il s'établit en un jour. C'est un partenariat sur lequel il va falloir investir de manière à le consolider, à ce qu'il y ait des intérêts compris de part et d'autre. Et de toutes les manières, les positions continueront à osciller entre les intérêts avec l'Algérie et avec le Maroc. Et au-delà du Maroc et de l'Algérie, c'est ceux qui sont derrière l'Algérie et le Maroc, parce que le Maroc s'étant clairement affiché avec les pays du Golfe, donc il y a un ensemble de facteurs qui se télescopent pour constituer des positions conjoncturelles. Les positions stratégiques se construisent dans le temps, et c'est ça ce qui ressort, par exemple, dans la position de la France et de l'Espagne. C'est des choses qui sont beaucoup plus profondes qu'une expression en 2016 pour la résolution qui a été présentée. Ouais. Juste sur l'abstention de la Russie, je ne considère pas que c'est une mauvaise chose. Traditionnellement, la Russie est avec l'Algérie. Dernièrement, ils ont commencé à changer. Bon, ils ont des intérêts avec l'Algérie. Ils ont des intérêts d'abord, c'est l'un des grands clients de l'armement russe, l'Algérie. On en est à combien de milliards de dollars? On est dans les 40-50 milliards de dollars pour l'armement russe en Algérie. Ensuite, il y a les alignements politiques sur la Syrie, sur l'Iran, sur le rapport avec les États-Unis. Que la Russie n'ait pas fait plus pour bloquer les atténuations qu'a connues la résolution, pour moi c'est une bonne chose. C'est un moindre mal. Parce qu'ils auraient pu dire non, ils ont quand même le veto, ils auraient pu bloquer la situation, même s'ils l'ont dit après qu'ils estiment la résolution pas assez ferme, pas assez forte, aller à l'encontre du Maroc, etc. Mais bon, moi ce qui m'intéresse, c'est l'acte, c'est pas le verbe, ici. Parce que tant qu'il n'est pas consigné dans une résolution, il peut parler. C'est pas un problème. Donc, c'est l'essentiel. Pour le reste des votes, tous les autres pays ont voté, même les États-Unis qui ont été à l'origine du draft, premier draft, l'ont voté. L'Espagne et la France et le pays riverain de la Méditerranée en sont conscients. Quand on voit ce qui se passe avec les réfugiés en Turquie, en Grèce, en Italie, à partir de la Libye, vous imaginez si demain cette région connaît une déflagration telle qu'on va avoir des vagues, non pas qui vont venir de l'Afrique subsaharienne, mais qui vont venir de chez nous, qui vont partir, parce qu'on aura le feu.
Parce qu'on sait que c'est une région qui est sur les braises. Alors, ce que vous me dites, c'est sur la base d'une analyse rationnelle, géopolitique, en se disant, voilà, il faut sauvegarder la stabilité dans cette région-là. Mais là, si Rachid nous disait, on est dans le conjoncturel, on est dans le jeu des alliances, on est dans les intérêts économiques, est-ce que finalement... On est un peu dans tout ça. Oui, mais est-ce qu'on fait suffisamment comprendre le danger que ça représente, justement? En fait, on n'ira pas trop loin, mais on prend des positions conjoncturelles, mais on n'ira pas trop loin, parce qu'il y a justement cette situation qui présente des dangers dont tout le monde est conscient. C'est bon dit. Oui, je crois qu'on est effectivement dans une... Vous savez, les alliances se font et se défendent. Donc là, aujourd'hui, effectivement, les intérêts de nos alliés, je dirais, historiques, la France notamment et l'Espagne, qui a toujours gardé une neutralité, parce que, bon, étant donné que... ils n'ont jamais pris une position claire dans un sens ou dans un autre, ils ont toujours joué la neutralité, parce que, bon, par rapport au Sahara, donc occidental. Mais par contre, la position des Russes, je suis d'accord, c'est que c'est un moindre mal. Et pour eux, à mon avis, c'est une décision tactique. Parce qu'ils ne peuvent pas non plus, du jour au lendemain, virer à 180 degrés par rapport à une alliance qu'ils ont avec, comme a été répété tout à l'heure. Donc, c'est une alliance qui ne date pas d'hier. Donc, lorsqu'on était dans la guerre froide, donc il y avait les deux blocs. D'ailleurs, aujourd'hui, avec le recul, le Maroc a payé un fort tribut par rapport à cette alliance à l'Occident, et qu'on continue à payer. Alors que, j'aime bien l'histoire de Hassan II, du clan, c'est-à-dire que le clan est resté fidèle, c'est-à-dire que la Russie ne va pas lâcher du jour au lendemain ses alliés historiques. Alors que le club, donc effectivement, il y a aussi une donnée qui est importante aussi, parce qu'il y a aujourd'hui, il y a les multinationales qui jouent un rôle important, l'économie joue un rôle important dans les décisions politiques. Par rapport à la période de la guerre froide, effectivement, il y avait le politique, le géopolitique et la géostratégique qui jouaient énormément dans les décisions. Aujourd'hui, il y a beaucoup l'économique qui joue. Et il faut qu'on trouve le moyen qui est un peu infléchir, donc qui est pénétrer donc ces multinationales, donc ces circuits de décision aussi, et cette influence de l'économique sur le politique, qui aujourd'hui, à mon avis, nous échappe un peu. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore dans ces circuits-là, qui nous permettent aussi peut-être d'infléchir les positions des États-Unis ou d'autres États. Samir Bennis, en direct de New York. Votre avis sur l'abstention de la Russie? Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Allez-y, je vous en prie. Oui, moi, je ne pense pas que l'abstention russe soit un échec pour la diplomatie marocaine. Il faut lire cette abstention dans le contexte actuel. Et là, je pense qu'il y a un élément primordial à prendre en compte pour expliquer, pour trouver une explication en raison qui aurait pu pousser Moscou à s'abstenir. Et là, je voudrais signaler la liste du personnel civil qui a été prié par le Maroc de quitter le territoire. Quand on analyse cette liste, on se rend compte qu'il y a 5 Américains et 3 Russes, et beaucoup de Français. Ce qui est frappant dans cette liste, c'est que parmi ceux qui ont quitté le territoire marocain, il n'y a aucun Français. Et c'est là un élément qui devrait nous pousser à poser la question suivante. Pourquoi expulser seulement les Américains et les Russes et pas les Français? Et est-ce que le Maroc a consulté ces pays avant de prendre une telle décision? Moi, personnellement, je pense que l'élément principal qui nous aide, qui pourrait nous aider à comprendre l'abstention de Moscou, et le fait que le Maroc ait décidé d'expulser ces nationaux sans en faire de même avec les Français. Je dirais même, j'ai l'intime conviction que cette décision a peut-être été prise sans les consulter. Merci. Alors, on va essayer, on va essayer de vous rappeler car la liaison est mauvaise. On tend l'oreille depuis tout à l'heure pour bien vous entendre. Le dernier argument, analyse de Bennis. Si j'ai bien compris, oui. Il faut jamais oublier que les premiers à avoir réagi aux propos de Ban Ki-moon, c'est pas Rabat, c'est Paris, par le voix de Nadal, le porte-parole du Quai d'Orsay. C'est lui qui a dit que la France soutient, il veut pas qu'on sorte du plan d'autonomie, du compromis, etc. Ça veut dire que dans cette histoire,
tout le monde était au courant déjà de ce qui allait arriver. Et je crois que le plan élaboré, je ne veux pas nommer Christopher Rose, je ne veux pas nommer tous les protagonistes à travers Ban Ki-moon qui ont fait monter toute cette opération, je crois qu'il a été éventé bien avant. Et d'où un certain nombre de réactions et de contacts. Il ne faut pas oublier que le roi a longtemps séjourné pendant cette période en France et qu'il a eu plusieurs contacts avec François Hollande. Et c'était en préparation de ça, c'est-à-dire le Maroc sentait quelque chose. Parce que je crois ce que nous avons avorté là est quelque chose qui allait peut-être être plus terrible, ou plutôt terrible, tout simplement. Et il y avait quelque chose qui se préparait. Je n'ai pas toutes les données. Je suis un observateur. Je ne suis pas dans la décision ni dans le secret des dieux. Mais je peux déduire qu'il y avait quelque chose qui se préparait et qui a été mis en échec. Et c'est là où la victoire du Maroc ne transparaît pas dans ce texte. Il n'est pas dans ce texte. Il est dans l'échec de l'entreprise ou de la manœuvre qui a été tentée. C'est un contre. Oui. Bon. Venezuela, Uruguay, pouvez nous expliquer? Les positions, je pense, Oui. c'est des positions qui sont historiques, et ça n'a pas changé. Donc, je pense Chavisme, qu'il y avait une occasion pour puisqu'il y a une tension qui est autour du dossier, ils avaient l'occasion d'affirmer leur position. Et ils se trouvaient au Conseil de sécurité. Exactement, ils se trouvent dans leur conseil. Donc, je pense Mais que s'il y a bien on a une solution face à l'hostilité de ces pays d'Amérique du Sud? Moi, je pense que les Venezuela, tant qu'il y a les chavistes, il n'y a pas d'espoir. Non, moi je pense que justement, c'est là où joue pleinement le rôle de l'opinion publique internationale. Parce que ça, c'est des positions de principe qui sont prises, au-delà des intérêts, au-delà de... Pour être cohérent avec leur doctrine, pour être cohérent avec la tendance vers laquelle ils poussent, ces gens leur opinion publique est alimentée par un message qui n'est pas vérifié, mais qui est bien construit, et à partir de là, ils construisent une position politique. Et à partir de là, ils la défendent. Et donc, ça, il faut qu'on revienne par rapport à ce que le Maroc devrait faire pour réellement transformer cette donne et avoir une situation qui sera beaucoup plus gérable dans l'avenir. Et là, ce n'est pas uniquement en diffusant de l'information, c'est en ayant des éléments tangibles. C'est-à-dire que le modèle de développement vient pour répondre à une situation qui n'était pas tout à fait bonne. Et il vient pour pouvoir... Ça, ce sont des faits, et ça peut rester dans son discours. On est allé jusqu'au bout, voilà tout ce qu'on a fait, on ne peut pas faire plus que ça. Non, on peut faire, c'est-à-dire c'est de continuer à aller dans le même sens de manière à avoir les résultats escomptés. Et les résultats, c'est de continuer à développer ces provinces dans l'intérêt des populations qui y vivent. Et ce n'est pas ceux qui étaient historiquement là, mais ceux qui vivent doivent avoir leurs intérêts et ils doivent avoir une confiance qui est regagnée. Et pendant l'élaboration de ce rapport, honnêtement, il y a des éléments qui sont très intéressants à savoir. On a rencontré, y compris des gens qui portent le message des Fessalines, comme ils le disent, mais avec le débat, avec le fait qu'ils ont compris que ce n'était pas juste pour la façade, leur position a beaucoup évolué. Et ils continuent à maintenir le contact pour échanger et pour donner leur avis sur cette évolution et leur espoir à ce qu'il y ait des résultats concrets. C'est moi dit, ensuite on reprendra ces bénéfices qu'on a récupérés au téléphone. D'accord. Donc non, mais rapidement par rapport à cette question effectivement de regagner l'opinion publique internationale. Alors concernant l'Amérique latine, il faut savoir que l'autre partie est assez présente donc, dans ces pays-là. Notamment, ils sont présents, par exemple, je peux vous donner quelques exemples, par des documentaires où ils ont eu des prix pour des documentaires tournés dans les coins de Tindouf. Donc ils travaillent énormément. Ils travaillent énormément. Et nous, rien n'est pas assez présent encore. Et je pense que la dernière, c'est-à-dire de vouloir doter maintenant toutes nos ambassades, donc ce mouvement qui est en instance est important parce que
Mais il faut qu'il y ait les éléments de langage. Il faut alimenter donc, nos ambassades d'éléments et d'informations. Il faut que c'est une problématique de tout le monde. Je crois que ça a été rappelé par Sa Majesté dans un discours. C'est la société civile, c'est les ONG, c'est l'économique, c'est le politique, c'est l'universitaire qui est très absent. Moi, je regrette beaucoup l'absence de l'universitaire sur ces sujets-là. Parce que lorsqu'on regarde ce qui se passe aux États-Unis ou dans d'autres pays, ceux qui construisent, qui donnent les premiers éléments de la décision, ce sont les universitaires. Lorsque le département d'État a besoin qu'on clarifie ou qu'on leur donne une explication sur un phénomène qui se passe partout dans le monde, on appelle un universitaire qui va donner les éléments, les ingrédients, qui vont construire. Et je pense qu'il y a beaucoup à faire, effectivement, ça a été dit tout à l'heure, c'est comment maintenant pénétrer cette opinion internationale, et le travail qui est fait par les réseaux sociaux de l'autre partie est important. On fait, mais à mon avis, c'est pas suffisant. Sibeth Nis, on vous avait coupé tout à l'heure. C'est vrai que je vais vous laisser finir vos propos, mais très rapidement. Et après, parce que j'aimerais bien répondre à cette question. Et maintenant, parce que c'est la question est de se poser comment on va éviter ce suspense annuel au mois d'avril, tous les ans, concernant le mandat de la MINURSO. Sibeth Nis. Bon, tout d'abord, je voudrais juste terminer mes propos sur la Russie. Moi, je ne pense pas que l'abstention russe répond, veut dire que la Russie nous a lâchés. Son abstention répond plutôt à un besoin d'exprimer une colère vis-à-vis de Rabat, par rapport à sa décision concernant l'expulsion des troupes russes, qu'a une orientation sur la durée de prendre une position aussi le Maroc. Maintenant, pour revenir sur votre question, moi je pense que le Maroc devrait se mettre au travail dès maintenant, car même si le Maroc est sorti en quelque sorte gagnant de cette bataille diplomatique, de la bataille diplomatique de cette année, le terrain reste semé d'embûches et les adversaires du Maroc vont tout faire pour empêcher le Maroc d'avancer sur sa politique. Il faudrait aussi que cette diplomatie reconsidère la manière dont elle a travaillé durant les dernières années, car on ne peut pas continuer à travailler de la même manière, on ne peut pas continuer toujours à être sur la réaction. Il faut qu'on soit sur l'action, il faut qu'on garde notre calme, il faut qu'on garde notre raison, il faut aussi qu'on se rende compte et qu'on réalise que, quoi qu'on dise, comme j'ai dit au départ, les États-Unis restent un allié stratégique primordial pour le Maroc, et même si on devrait et on doit diversifier nos relations stratégiques avec d'autres partenaires, il faudrait que ce soit équilibré et que ce ne soit pas fait contre les intérêts américains. On devrait rester calme et être conscient que Washington est l'acteur principal dans ce dossier, et rien ne pourrait être fait si Washington n'est pas d'accord. L'autre question, c'est que le Maroc devrait être présent sur le terrain, aussi bien ici aux États-Unis que dans les pays scandinaves, dans les pays d'Amérique latine, que dans les pays africains anglophones. On ne peut pas se permettre de laisser une poignée de personnes faire un travail mieux que tout un peuple. Le Maroc regorge d'experts, de gens talentueux qui sont prêts à travailler pour leur pays, qui sont prêts à le défendre, mais il faut que la diplomatie marocaine sache travailler à bon escient avec ces gens. On ne peut pas continuer à travailler de la même manière et attendre le mois d'avril pour relancer notre diplomatie. Le travail doit être fait tous les jours. Merci beaucoup, Sibeth Nis, pour cette position. On arrive aux dernières minutes de l'émission. Vous êtes d'accord avec ceci? Alors déjà, le rôle de la diplomatie. Je suis d'accord sur le rôle de la diplomatie. Je suis d'accord sur la nécessité de ne pas couper les ponts avec les États-Unis d'Amérique. C'est incontournable, c'est la nouvelle Rome. On ne peut rien faire contre. Il faut essayer, il faut dire. D'ailleurs, c'est ce qu'a fait le souverain dans son discours à Riyad. Maintenant, il y a juste quelque chose que je voudrais rectifier. Il a dit une poignée d'hommes font mieux qu'un État. Non, nous n'avons pas affaire à une poignée d'hommes. Nous avons affaire à l'État algérien avec tous ses moyens et ses pétrodollars. L'argent qu'ils mettent là-dedans est plus important qu'ils mettent dans le soutien social à leur propre population.
Et c'est cette Donc, perception-là dont parlait CRHD, dont il faut changer le prisme. Oui. CRHD. Moi, je pense que d'abord, il faudrait, au niveau diplomatique, bien sûr, la relation avec les États-Unis, c'est pas sur une résolution, c'est pas sur une prise de position que les choses se définissent. C'est sur du long terme, et je pense que c'est une relation qui ne peut pas être rompue ni remise en cause. Par contre, il faut la travailler pas seulement, il faut la travailler dans les différentes couches. Parce qu'il y a le Congrès, il y a l'opinion publique qui est constituée avec beaucoup de think-tanks et beaucoup de... Quand on voit le nombre de, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, le nombre de thèses qui sont développées sur le sujet, c'est étonnant. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ce sujet autant? Donc tout cela, il faut le travailler parce que c'est très très interactif. C'est-à-dire l'opinion influence le politique et le politique va diffuser pour donner, pour orienter l'opinion. Donc, il faut vraiment être conscient de tout cela. Merci. Et il faut voir, je suis obligé de vous couper. On est en direct. C'est Merci. possible parce que la Suède, ça a été fait, mais il faut amplifier. Merci à vous d'avoir été avec nous ce soir pour mieux comprendre cette résolution de l'ONU. Excellente soirée sur Média TV, la rediffusion à 22h40, comme tous les soirs, si vous avez pris en route. Et je vous dis à demain.